7 décennies après la découverte des manuscrits de la mer Morte, environ 80 nouveaux fragments de ces textes anciens ont été révélés au public. On pensait que certains rouleaux étaient perdus à jamais. Mais que se passerait-il si l'intelligence artificielle venait de découvrir des textes qui n'étaient pas destinés à être lus? En 2021, des archéologues ont pris tous les risques pour accéder à une grotte scellée depuis 60 ans, tout près de la grotte. Vous m'entendez? Je vous entends. Venez vite. Nous avons fait une découverte extraordinaire. Vraiment, qu'avez-vous trouvé? Ce qu'ils ont mis au jour n'était pas seulement un passage des Écritures. C'était une histoire enfouie intentionnellement écrite en grec, marquée en hébreu caché pour une raison précise. Puis les machines sont intervenues. Elles ont comblé les lacunes, décodé le silence. Ce qu'elles ont révélé, vous n'y êtes pas préparé. L'IA vient de percer le mystère des manuscrits de la mer Morte. Et c'est pire que ce que nous pensions. 15 colonnes de texte en grec ancien, révélées pour la première fois depuis près de 2 ans. Le silence a laissé place à un tumulte. Et pour ceux qui s'accrochent à leur certitude d'entendre, la situation risque de devenir troublante. Zacharie y décrit les événements à venir, la reconstruction du Temple et de Jérusalem et l'avènement d'un roi messianique. La descente dans la caverne de l'horreur. Lorsque des archéologues ont exploré une grotte de Judée en 2020, ils ne cherchaient pas seulement des ossements ou des poteries. Ils étaient à la recherche de quelque chose de plus profond, quelque chose enfoui sous la poussière, et le temps depuis plus de 60 ans. Ce qu'ils ont découvert n'était que le début. Le véritable choc allait survenir plus tard, lorsque l'intelligence artificielle interviendrait pour reconstituer le puzzle. Nous y reviendrons, mais voyons d'abord où tout a commencé. Pour accéder à la grotte, les chercheurs ont dû descendre, en rappelle une falaise abrupte de 80 mètres. Une entreprise non seulement risquée, mais aussi physiquement éprouvante. Pour Oren Ebelman et son équipe de l'Autorité des Antiquités d'Israël, l'effort en valait la peine. Cachés au cœur de ces roches se trouvaient des fragments de textes anciens, et pas n'importe lesquels, des morceaux des manuscrits de la mer Morte. De petits fragments fragiles qui avaient miraculeusement survécu à des siècles de chaleur, de décomposition et de silence. Abelman a reconnu que leur découverte était de petite taille. Ce ne sont que de minuscules fragments, dit-il. Mais même des fragments peuvent en dire long une fois assemblés. L'équipe parvint à en reconstituer certains comme les pièces d'un puzzle. Peu à peu, des phrases et des significations reprirent vie, offrant une idée approximative de ce qui avait été. La grotte où tout cela s'est produit est officiellement connue sous le nom de Grotte 8, mais la plupart des gens l'appellent autrement la Grotte de l'horreur. Ce nom n'a pas été choisi au hasard. Il provient de ce qui a été découvert. Dans les années 1950 et 1960, des explorateurs, comme les professeurs Yigal Yadin et Yanan Aharoni, avaient déjà étudié le site. Même les Bédouins de la région du Negev s'y étaient intéressés. Leurs découvertes ont révélé un tableau saisissant. Vers 35 de notre ère, lors de la chute de la révolte de Bar Kokhba, un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants juifs chercha refuge dans la grotte. Une quarantaine de personnes au total. Les troupes romaines encerclèrent rapidement les lieux et campèrent chacun juste au-dessus de la falaise. Sans issue, les personnes à l'intérieur furent confrontées à un choix impossible. Elles refusèrent de se rendre. Une à une, elles moururent piégées, assoiffées et oubliées. Leurs squelettes restèrent là où ils tombèrent. C'est surtout pour cette raison que la grotte acquit son nom sinistre. Avançons maintenant jusqu'à nos jours. Ces nouveaux fragments proviennent de la même grotte. Grâce aux outils si modernes, les chercheurs ont pu les examiner de plus près que jamais. Mais ce n'est plus seulement l'œil humain qui les étudie. L'intelligence artificielle entre en scène et ce qu'elle commence à révéler pourrait bien bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur ces textes anciens. Laissez-moi vous expliquer. Les rouleaux qui ont survécu. Trouver quoi que ce soit de nouveau dans la grotte de l'horreur semblait improbable après tant d'années. Mais parfois, ce sont les plus petits détails, pourtant si évidents, qui changent tout. Et cette fois, ce qui paraissait n'être qu'une simple tache dans la poussière s'est révélé bien plus important. Plus de 60 ans après l'exploration de la grotte par les professeurs Yigael Yadin et Johanan Aharoni, des chercheurs y sont retournés, munis d'outils plus performants et d'une observation plus attentive. Les conditions sèches, abritées et isolées de la grotte avaient parfaitement préservé tout ce qui s'y trouvait. Malgré cela, les conditions de travail étaient difficiles.
La faible luminosité et l'épaisse couche de poussière rendaient toute observation inhabituelle compliquée. Un des archobotanistes de l'équipe remarqua quelque chose de faible, marque sur un amas de minuscules fragments. Rien ne semblait les distinguer au premier abord, mais après un examen plus approfondi, ces petits morceaux poussiéreux révélèrent des traces d'encre, des signes d'écriture qui menèrent à une découverte importante. Il s'agissait de fragments d'un ancien rouleau. Un indice subtil qui aurait pu passer inaperçu, mais qui suscita un nouvel enthousiasme. Dans les climats plus humides, ces fragments se seraient décomposés au point d'être méconnaissables. Mais dans cette grotte du désert, ils sont restés enfouis et intacts pendant près de 2 ans. L'histoire des manuscrits de la mer Morte remonte aux années 1940 époque, à laquelle les premiers fragments ont été découverts. La plupart de ces manuscrits étaient liés à une communauté vivant à Qumran. De nombreux chercheurs pensent que ce groupe s'appelait les Esséniens. Il s'agissait d'une secte juive possédant ses propres croyances et écrits. Cependant, cette hypothèse reste sujette à débat. Ce qui a fait des manuscrits originaux de la mer Morte une découverte si importante, c'est leur contenu. Il ne s'agissait pas simplement de copies de textes religieux connus. Il comprenait les plus anciens manuscrits bibliques jamais découverts. À cela s'ajoutaient des écrits de juifs qui avaient disparu au fil du temps. Ces écrits ont permis de mieux comprendre les croyances et les débats qui façonnaient de la vie juive de l'époque. Ils ont également fourni des indices sur la manière dont le christianisme primitif s'est développé au sein de ce même monde. Mais aujourd'hui, un autre élément entre en jeu. L'intelligence artificielle est utilisée pour analyser ces fragments d'une manière qu'aucun humain ne pourrait jamais égaler et elle révèle des choses fascinantes. Un simple clic sur « J'aime » pourrait vous plonger un peu plus dans ce voyage mystérieux, l'enfant le panier et les rouleaux. Cachés sous la terre aride et la poussière du temps, la grotte a lentement commencé à dévoiler des fragments d'un monde disparu. Parmi les fragments de rouleaux, les archéologues ont fait une découverte profondément personnelle. Près de l'entrée de la grotte, juste sous 2 pierres plates, on a mis au jour la momie d'un enfant. Âgé selon les estimations de 6 à 12 ans, le corps de l'enfant était soigneusement disposé en position fœtale, la tête et le torse enveloppés dans un tissu. Ses pieds étaient découverts. Il serrait dans ses mains un autre morceau d'étoffe. La manière dont l'enfant avait été inhumé laissait supposer qu'il avait été enterré avec soin. Des analyses ultérieures ont confirmé que la momie datait d'environ 600 ans. Cette découverte était remarquable non seulement par son ancienneté, mais aussi par son état de conservation. L'air sec à l'intérieur de la grotte a conservé le corps intact et figé dans le temps. Les chercheurs pensent que le climat et la technique funéraire ont contribué à sa remarquable conservation au fil des siècles. Le petit corps enveloppé et reposant juste sous la terre semblait être un témoignage d'une autre époque. Mais ce n'était pas tout. Plus profondément dans la grotte, ils ont découvert un grand panier tressé. Son état était quasi parfait. Tressé serré, sa forme était idéale pour le stockage. Le panier avait un volume estimé à environ 100 litres. Des analyses ultérieures l'ont daté du néolithique. Point final. En fait, il s'est avéré être le plus ancien panier jamais découvert, datant de près de 90 ans. Oren Abelman a expliqué que des découvertes comme celle-ci offrait aux chercheurs une nouvelle perspective sur le développement des premiers humains. Le panier provenait d'une période connue, sous le nom de néolithique B précéramique antérieure à l'invention de la céramique. C'était une époque où les communautés du Proche-Orient abandonnaient progressivement la chasse et la cueillette. Elles commençaient à former les premiers villages agricoles. Ce fut un moment clé de l'histoire de l'humanité. Les gens commençaient à se sédentariser, à cultiver la terre et à construire des habitations permanentes. Le panier n'était pas qu'un simple objet utilitaire. Il représentait un mode de vie en pleine émergence. La grotte avait livré bien plus que des rouleaux et de vieux ossements. Elle a offert aux chercheurs un aperçu rare du mode de vie des anciens, de leurs pratiques d'éducation des enfants et de conservation des aliments. Chaque objet a apporté un nouvel éclairage sur notre compréhension du sujet, des échos des prophètes. Tout ce qui subsiste du passé n'est pas intact. Parfois, il nous parvient par fragments petits et usés, mais suffisamment puissants pour être porteurs de sens. Ce fut le cas des fragments de rouleaux découverts lors des fouilles. Bien qu'incomplets, les chercheurs ont pu en assembler certains.
Au total, environ 80 morceaux de parchemin ont été mis au jour. Après une analyse approfondie, l'équipe les a rattachés au rouleau des 12, également appelé rouleau des petits prophètes. Des fragments de ce même rouleau avaient déjà été découverts auparavant. Au début des années 1950, des Bédouins de la région de Nahal Heber découvrirent par hasard des fragments similaires qu'ils vendirent ensuite à Jérusalem. Ce qui était frappant avec ces fragments récents, ce n'était ni leur ancienneté, ni leur état de conservation, mais la langue dans laquelle ils étaient écrits. À l'instar des découvertes précédentes, ces nouveaux fragments étaient rédigés en grec et non en hébreu. Selon le chercheur Oren Abelman, c'était inhabituel. La plupart des textes bibliques mis au jour dans le désert de Judée sont en hébreu ou en araméen. Les rouleaux grecs, et plus particulièrement ceux de ce type, sont rares dans cette région. L'écriture elle-même a été réalisée par 2 scribes différents chacun avec une écriture légèrement différente. Le contenu ne correspond pas à la Septante, la traduction grecque la plus connue de la Bible hébraïque. Cependant, Abelman explique que le rouleau reste apparenté. Il semble s'agir d'une réécriture ou d'une variante de la Septante, ce qui suggère que les communautés qui utilisaient ces rouleaux avaient leur propre méthode de conservation et d'interprétation des Écritures. La texture du parchemin correspondait à celle de pièces plus anciennes découvertes dans la même région. Cette cohérence a permis de confirmer que les fragments appartenaient au même rouleau que ceux découverts il y a plusieurs décennies. Quant à leur contenu, ils provenaient des 12 livres prophétiques, présents à la fois dans la Bible hébraïque et dans l'Ancien Testament chrétien. Les chercheurs ont pu déchiffrer une dizaine de lignes de texte à partir des fragments nouvellement reconstitués. Parmi elles figuraient des passages du livre de Nahum. Cette section évoquait le jugement et la puissance divine, décrivant un monde tremblant sous le poids de la colère de Dieu. Une autre partie du rouleau citait le livre de Zacharie. Ce passage traitait des valeurs morales et de la reconstruction de la communauté après l'exil babylonien. Il exhortait à l'honnêteté et à l'équité dans les jugements et à se garder de toute pensée malveillante ou de tout faux serment. Malgré leur petite taille, ces fragments recèlent un trésor inestimable. Ils offrent un aperçu direct de la manière dont les textes anciens étaient lus, réécrits et diffusés. Chaque mot qui nous est pas parvenu aide les chercheurs à retracer la circulation des écrits sacrés à travers le temps et les cultures. Et dans ces fragments de parchemin longtemps enfouis et presque oubliés, nous retrouvons le lien avec les voix qui jadis les ont lus et transmis ligne après ligne, rouleau après rouleau, comme des yeux numériques posés sur une encre ancienne. Que se passe-t-il lorsqu'on prend un objet ancien et qu'on utilise des outils modernes pour le faire revivre? C'est précisément la question que les chercheurs ont dû se poser face aux fragments fragiles et brisés découverts dans la grotte de l'horreur. À première vue, ces fragments n'avaient rien d'impressionnant. La plupart étaient minuscules, certaines à peine plus grandes qu'un ongle. Elles avaient été écrasées, noircies et fragilisées par près de 2 ans d'exposition aux intempéries et de dégradation. Avec autant de fragments dispersés et endommagés, comment s'y retrouver? Les méthodes traditionnelles avaient leurs limites et l'analyse risquait d'aggraver les dégâts. L'équipe a donc dû innover. Cette fois, elle s'est tournée vers l'intelligence artificielle. Il ne s'agissait pas de percer des secrets perdus, ni de déchiffrer des codes mystérieux. L'objectif était simple. Ils souhaitaient récupérer le maximum de texte original sans détruire les quelques fragments restants. Ils ont d'abord scanné chaque pièce sous différents types de lumière visible infrarouge et ultraviolet. Cela a permis de révéler des marques ténues invisibles à l'œil nu. Puis vint la partie délicate. Ils utilisèrent un logiciel appelé Reconnaissance optique de caractères, ou OCR, mais pas celui utilisé pour numériser les documents modernes. Ce système avait été entraîné à déchiffrer des écritures anciennes. Il pouvait détecter des caractères grecs ou hébreux anciens effacés presque entièrement disparus. Chaque lettre était lentement restituée trait par trait, mais la numérisation et la lecture n'étaient que le point de départ. Une fois numérisés, les fragments étaient analysés par un système d'apprentissage profond. Cette intelligence artificielle avait déjà été entraînée à l'aide de vastes collections de manuscrits, de rouleaux et d'inscriptions anciens. Elle ne se contentait pas de reconnaître des mots. Elle a commencé à identifier des motifs, des styles d'écriture, la disposition des rouleaux et même les types d'encre qui se répétaient sur certains fragments. Alors que révélaient toutes ces données, non pas des prophéties, mais des êtres humains. L'IA a commencé à remarquer que certains rouleaux provenaient du même endroit.
Ils partageaient non des similitudes d'écriture, de style de couture et de texture du papyrus. Autant d'indices d'ateliers des sadis scribes organisés, où les rouleaux étaient soigneusement fabriqués et copiés. Même dans les communautés les plus reculées et isolées, il existait une structure et une planification. Et ce que l'œil humain ne percevait pas, l'intelligence artificielle, le décelait ce que l'encre révélait. Sous les textes anciens, les rouleaux recelaient quelque chose de plus personnel à révéler. À mesure que les scans et les données affluaient, un détail inhabituel, a attiré l'attention des chercheurs. Au début, il ne s'agissait que de petits détails. Mais lorsque l'IA a commencé à examiner les rouleaux de plus près, elle a décelé quelque chose d'humain, quelque chose de personnel. Comment était-ce possible? S'agissait-il réellement de voir au-delà des lettres? L'imagerie multispectrale et l'apprentissage automatique avaient déjà prouvé leur utilité pour la restauration de textes effacés. Mais les paléographes découvraient désormais quelque chose de totalement différent. Les algorithmes ne se contentaient pas de reconnaître les mots. Ils détectaient des schémas de mouvement de minuscules incohérences qui révélaient la personnalité de l'auteur. Avez-vous déjà perçu la nervosité de quelqu'un à travers son écriture? Le même principe s'appliquait ici. Chaque trait, aussi infime, soit-il racontait une part de l'expérience du copiste. L'inclinaison d'une lettre, la façon dont l'encre s'étirait au milieu d'une ligne, révélant des signes subtils, pression, hésitation, rythme irrégulier. C'était comme suivre la trace d'une main à travers le temps. Chaque variation constituait l'empreinte digitale unique du copiste, préservée au fil des siècles. Puis un fragment en particulier attira l'attention. C'était un extrait du livre de Nam. Au premier abord, il paraissait bâclé, voire négligé des lettres irrégulières, une encre qui s'estompait. Certains caractères s'affaissaient, tandis que d'autres fonçaient droit devant. Mais l'IA n'y a pas vu de la négligence. Au lieu de cela, l'outil a détecté des micro-tremblements dans les traits. Ce niveau de détail révélait quelque chose de bien plus profond. La personne qui écrivait était-elle malade? Tremblait-elle de peur ou de vieillesse? Se cachait-elle s'efforçant de préserver les écritures avant qu'il ne soit trop tard? Soudain, les rouleaux devinrent plus que de simples textes anciens. Ils étaient des instants figés dans la survie. Plus que de simples écrits religieux, ils étaient l'expression brute de mains qui avaient quelque chose à dire, tandis que le monde s'effondrait autour d'elles. Nul ne sait précisément qui a écrit cette ligne, mais la pression de leurs doigts, le tremblement de leurs poignets, tout cela est encore là. Et grâce à la technologie, nous l'avons enfin vu. Suivre les rouleaux. Alors que l'on pensait que les fragments avaient tout révélé, une nouvelle strate de compréhension a émergé, établissant des liens entre géographie-langue et époque. Comme mentionné précédemment, les chercheurs pensaient qu'un seul groupe, peut-être les Esséniens, était à l'origine des rouleaux. Mais cette théorie a commencé à s'effriter avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Grâce à des outils puissants capables de détecter les moindres différences d'encre de composition chimique, de parchemin de texture et de style d'écriture, une image plus vaste et plus complexe a commencé à se dessiner. Les rouleaux étaient écrits non seulement en hébreu biblique et en araméen, mais aussi en grec et en paléo-hébreu. Ce dernier terme est généralement réservé aux noms sacrés. Ce phénomène n'avait rien d'inhabituel en soi, mais lorsque ces fragments ont commencé à apparaître bien au-delà de Qumran, dans des grottes comme Wadi Morabat et la grotte de l'horreur, cela a soulevé de sérieuses questions. Pourquoi étaient-ils si dispersés? Étaient-ils tous liés à une seule et même communauté? C'est alors que l'analyse par intelligence artificielle a commencé à remettre en question des hypothèses de longue date. Alors que les machines cartographiaient les subtiles variations linguistiques et les comparaient aux styles d'écriture régionaux, connus, une découverte inattendue a émergé. La constance dans la préparation et la copie de ces rouleaux, malgré leur dispersion géographique, suggérait un système plus organisé qu'on ne l'avait imaginé. Certains fragments présentaient même des corrections délibérées, des traits réancrés et des coutures réalisées à la hâte, comme si quelqu'un avait tenté de sauver ce qui restait lors d'une crise. Qui était à l'origine de tout cela? Et pourquoi une telle précipitation, ce qui semblait au départ être l'œuvre d'une secte isolée, apparaissait désormais comme le fruit de l'effort de plusieurs groupes, peut-être des communautés dispersées à travers Jérusalem et la Galilée? De fait, certaines variantes textuelles découvertes dans les fragments de la grotte de l'horreur les plus récents étaient totalement absentes de la collection de Qumran. Elles correspondaient à des lectures provenant d'autres cercles juifs plus proches de la ville,
à l'époque de l'occupation romaine. Était-ce le résultat de la peur d'un instinct de survie ou d'une tentative désespérée de préserver le savoir? De nombreux érudits pensent aujourd'hui qu'il s'agissait d'un effort concerté pour empêcher la disparition définitive des textes sacrés. Ils estiment que cette initiative de conservation a eu lieu durant le chaos qui a suivi la destruction du Second Temple. Alors que les villes tombaient et que l'espoir s'amenuisait, les rouleaux circulaient de main en main. Certains furent transportés à travers le désert, cachés dans des grottes ou même enterrés auprès des morts. Imaginez ce que ce voyage a dû être. Des scribes risquant tout, des messagers se faufilant à travers les lignes ennemies, des gardiens scellaient des manuscrits passés sous la pierre. Aujourd'hui, l'IA et l'archéologie commencent enfin à comprendre le courage et la précision de ces actes. En analysant les particularités de l'écriture, la composition de l'encre et les techniques de fabrication du parchemin, les machines ont confirmé ce que l'œil humain seul ne pouvait révéler. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était une préservation intentionnelle. Un réseau oublié avait maintenu les rouleaux en vie. Et maintenant, des siècles plus tard, le code de ce réseau est déchiffré petit à petit. Les lignes perdues des rouleaux. À mesure que les chercheurs poussaient les techniques d'imagerie par intelligence artificielle et de modélisation linguistique avancée, les fragments anciens ont commencé à révéler quelque chose d'inattendu. Ils ne se contentaient pas de traduire d'anciens textes. Ils levaient le voile sur des décisions prises il y a des milliers d'années. Les morceaux endommagés, fissurés et aux bords usés n'étaient pas tous disposés au hasard. Certains motifs se répétaient. Était-ce simplement l'érosion, ou bien quelqu'un avait-il à un moment donné fait des choix quant à ce qui devait être conservé? Une chose devint impossible à ignorer, certains livres bibliques bien connus étaient tout simplement introuvables. Le livre d'Esther, par exemple, était introuvable. Comment un livre aussi important dans la tradition juive pouvait-il être totalement absent? Il en allait de même pour les livres des chroniques essentielles, pour retracer les lignées sacerdotales et l'histoire royale. Ces textes avaient-ils été oubliés ou délibérément omis? Mais ce n'était peut-être pas son tout. À mesure que de nouveaux fragments grecs étaient scannés et analysés, d'autres anomalies étaient mises au jour. Certains versets ne figuraient manifestement pas dans la Septante traditionnelle. Ils évoquaient des événements étranges et des personnages inconnus. Quelques passages semblaient en changer complètement, le ton passant d'un commandement divin à un consensus collectif. D'autres textes privilégiant les rituels communautaires au détriment d'un culte centralisé. Ce seul fait laissait présager de profondes divisions. Puis survint un revirement des plus inattendus des versets qui autrefois évoquaient des promesses messianiques furent atténuées, voire pleinement encensées. À leur place, on trouvait des avertissements alarmistes sur la décadence morale et sur la responsabilité partagée en temps de crise. Ces gens réagissaient-ils au chaos en temps réel? Se préparaient-ils mutuellement à affronter un monde déjà en train de s'effondrer? L'IA a permis de reconstituer le puzzle. Il ne s'agissait pas d'une simple erreur de transcription. Les modifications étaient précises, systématiques et délibérées. Les styles d'écriture s'entrechoquaient. Les mélanges d'encre variaient. Le rythme de la langue changeait comme différentes voix s'élevant à travers le temps. Ce qui commença à émerger était une mosaïque de croyances. Un rouleau ici, un verset là, tous façonnés par des groupes rivaux. Certains groupes se tournaient vers un sauveur, d'autres se concentraient sur la survie. Certains voulaient restaurer le passé, d'autres semblaient prêts à le réécrire. Au lieu d'un mouvement unique œuvrant dans le secret, il ressemblait davantage à un réseau de personnes dispersées dans le désert, chacune portant des fragments de sa propre version de la vérité. Certains cherchaient à préserver la tradition, d'autres l'ont redéfinie impulsivement. Les manuscrits cessèrent d'être des textes d'instruction religieuse pour devenir des témoignages d'une adaptation urgente. Les gens tentaient de préserver ce qui comptait vraiment, tandis que tout s'effondrait autour d'eux. Dans cette perspective, les manuscrits ne furent plus de simples documents historiques. Ils devinrent le récit d'un peuple pris au piège du conflit, réécrivant son monde mot après mot. Les manuscrits qui remettent en question les Écritures. Plus les chercheurs approfondissaient l'étude de ces manuscrits, plus il devenait évident qu'il ne s'agissait pas d'archives religieuses uniques et immuables. C'était plutôt un recueil de témoignages, chacun façonné par son époque.
Les rouleaux découverts, et même ceux qui ne l'étaient pas, commençaient à converger vers une même conclusion. Les textes sacrés auxquels nous pensons aujourd'hui ne sont pas apparus par magie. Ils ont été débattus, copiés, modifiés et transmis de génération en génération. Une grande partie des manuscrits est consacrée aux textes bibliques. Mais il y a un hic, à l'époque, il n'existait pas de Bible unique. Ce concept n'existait même pas. Alors que copiait-il et qui décidait de ce qui était sacré, les découvertes des chercheurs suggèrent que la Bible n'a jamais été un texte divin intouchable. Elle a été tout autant façonnée par la politique, la peur et le monde qui entouraient ceux qui la préservaient. Et les modifications n'étaient pas mineures. Elles ne se limitaient pas à un simple nettoyage. Certains rouleaux ont complètement modifié le sens des commandements. D'autres ont réorganisé les événements historiques. Certains passages semblaient provenir d'un consensus humain plutôt que d'une autorité divine. Lorsque l'intelligence artificielle a analysé des milliers de fragments de manuscrits, les comparant à d'autres versions anciennes comme la Septante, le texte massérétique et le Pentateuque samaritain, elle a révélé des lacunes encore plus importantes. Des sections entières des Écritures que beaucoup s'attendaient à trouver manquaient. Des livres comme Esther et les Chroniques, qui ont une grande importance dans la tradition moderne, étaient introuvables. Pourquoi se donner tant de mal? Pour protéger des écrits sacrés et ensuite en omettre certains, les fragments en grec ont soulevé encore plus de questions. Au premier abord, on les croyait des traductions familières. Mais un examen plus attentif révélait des passages inédits. Certains introduisaient des personnages inconnus et des événements mystérieux. D'autres atténuaient ou modifiaient les commandements, privilégiant les rituels communautaires à l'autorité du temple. Le ton avait également changé. L'accent n'était pas mis sur les espoirs messianiques. Au contraire, certains textes privilégiaient l'éthique collective ou les avertissements apocalyptiques. Cela pourrait-il indiquer que certains groupes réinterprétaient la religion selon leurs propres intérêts? Ou bien était-ce le reflet du chaos et de la peur qui régnait après la chute de Jérusalem? Certains textes valorisaient des rituels qui s'écartaient des pratiques courantes. D'autres décrivaient la création d'une manière qui semblait totalement inédite. Une version évoquait un univers né non pas d'une paix divine, mais d'un conflit entre des puissances cosmiques, des chiens cosmiques. On ne s'attendrait pas à trouver une telle chose dans les systèmes de croyances actuels, mais elles étaient bien là. Les manuscrits de la Mère Morte, analysés de cette manière, révèlent une réalité bien plus complexe que les seules archives religieuses d'un groupe. Ils sont le fruit de siècles d'éditions de conflits et de compromis. Les idées s'affrontaient. Le pouvoir changeait de main. Les textes étaient effacés, ajoutés ou remaniés selon celui qui tenait la plume. Ce n'est pas que le sacré ait disparu, c'est qu'il a toujours été en mouvement. Secrète des textes sacrés. Jusqu'alors, ce stade, de nombreux érudits pensaient que les manuscrits de la Mère Morte confirmeraient les écrits de la Bible moderne. Mais à mesure que les recherches progressaient, les découvertes révélaient une histoire plus complexe, façonnée par des décisions, des désaccords et des modifications apportées au fil des siècles. Au lieu de révéler un message immuable transmis de génération en génération, les rouleaux témoignaient d'un processus long et complexe. Le texte sacré, s'avérait-il, n'était pas parfait à sa naissance. Il avait été façonné parfois lentement, parfois sous la pression, mais toujours par des mains humaines. Ce changement de perspective fut brutal. Il ne s'agissait pas simplement de fragments anciens. Il prouvait que la version de la Bible que la plupart des gens lisent aujourd'hui est le résultat de nombreuses révisions, exclusions et réorientations. Certains rouleaux contenaient des commandements manquants, d'autres ont déplacé des événements, ces événements majeurs. Dans certains cas, des personnages entiers ou des lois étaient absents. Comment expliquer cela? Et puis, il y a eu la question plus importante, si les Écritures ont été remaniées au fil du temps, qui a décidé de ce qu'il fallait conserver et de ce qu'il fallait omettre? Qui avait l'autorité pour tracer la ligne entre la vérité divine et les ajouts humains? Il ne s'agissait pas seulement de textes anciens. Cela touchait au cœur même des systèmes de croyances qui guident des millions de personnes. De nombreuses traditions religieuses enseignent que leurs écritures ont été transmises sans erreur. Et si la perfection n'avait jamais été l'objectif, et si la survie, la politique et le pouvoir avaient eu une influence bien plus grande sur le contenu du canon que quiconque ne voulait l'admettre, pour les érudits comme pour les croyants, cette découverte a imposé une pause. Les manuscrits n'ont pas détruit la foi,
mais ils ont exigé un examen plus approfondi de sa formation. Au lieu d'affaiblir la puissance de ces textes, certains affirment qu'ils les ont rendus plus réels, plus humains. Car lorsqu'on enlève les couches successives, il ne reste pas qu'un simple livre. C'est le récit d'une lutte, d'un changement d'un peuple qui tente de préserver le sacré en des temps incertains. En relisant les fragments, les traductions et les lacunes, une chose devient claire, les manuscrits de la Mère Morte ne se contentent pas d'enrichir l'histoire. Ils nous invitent à repenser les fondements même de la croyance. Ils révèlent non que ce que nous appelons « sacré » a été façonné non seulement par les prophètes et les scribes, mais aussi par les conflits, la survie et l'évolution des cultures. Il ne s'agit pas d'une perte de sens, c'est la découverte d'une vérité plus profonde. Un rappel que la foi comme le langage n'est jamais figée dans le temps. Elle grandit, se brise et se reconstruit. Et dans ce façonnage constant, elle devient non pas plus faible, mais plus vivante. Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci de votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo.